Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Hoop Culture. Une fois n'est pas coutume, c'est Pierre Armand qui avait la tête sous l'eau, donc c'est moi qui me suis chargé d'organiser la thématique de la semaine. Vous allez voir, la différence qualitative risque d'être importante, je vous le cache pas. Comment ça va Pierre? Je sais que tu avais la tête vraiment dans le guidon comme on dit cette semaine, mais j'espère que ça va quand même. Oui, ça va. Je rassurais un petit peu les entreprises françaises sur la hausse des tarifs américaines. Je rassurais le bracelet électronique qui va être attaché au-dessus du grand pied de Madame Le Pen en lui disant c'est que 2 ans, hein, tu survivras. Et voilà, donc j'étais très, très, très occupé et je suis plus que ravi de te retrouver pour une petite pause méritée et indispensable en ce qui me concerne. Bon bah écoute, j'espère que je vais pas trop heurter ta sensibilité parce que j'ai prévu qu'on fasse une émission spéciale première fois. On sait que la première fois ou les premières fois, c'est toujours des choses qui marquent dans la vie d'une personne, dans la vie d'un individu. Donc j'ai toute une liste sous la main. J'espère que ta mémoire est fraîche, Pierre Armand. Autant que ton sweat magnifique. Pour si vous nous regardez, si vous nous écoutez en streaming, ça vaut le coup d'aller sur YouTube pour voir le magnifique pull, pardon. Que Pierre Armand arbore aujourd'hui. C'est pas ta relique quand même, t'as pas directement porté ta relique. Ça pourrait être une relique, c'est un prototype, figure-toi. Alors, je ne dirai pas d'où ça vient parce que je vais encore me faire enclencher par certains hoop culturos qui vont me tomber dessus et je ne suis pas sûr et certain, vu la semaine que je passe, d'avoir la patience d'être bienveillant. Donc, je risque d'être un peu véhément. Non, non, tu sais, j'ai des copains de ma compagne qui avait fait une grande école d'art appliqué à Paris qui s'appelle l'école Dupéré. Et donc, dans toute sa promotion, des gens qui sont partis dans les grandes marques de mode, du luxe français, etc. Elle était partie dans une voie plus artistique au niveau de la musique. Et l'autre jour, un de ses copains, elle, suite à la collection qui avait été faite, tu sais, entre Louis Vuitton et la NBA, et un copain, elle, avait travaillé sur cette collection aux côtés de. Donc, et il était un des assistants de Virgil Abloh. Et au moment où cette collection est sortie, quelques années plus tard, il nous avait envoyé ce pull en disant bah, on a retrouvé ça dans les cartons, en fait, enfin, dans un tiroir. C'est un prototype, c'est-à-dire le textile n'est même pas fixé avec les produits pour fixer la taille. Donc, le pull m'arrivait à peu près ici, tu vois. Il était D'accord. immense et en le lavant 2, 3 fois, en fait, on a réussi à le faire rétrécir. Maintenant, ça y est, il bouge plus. Donc voilà, j'ai un prototype Louis Vuitton qui ressemble, donc qui est le même imprimé, si tu regardes, que celui que portait Spike Lee. Quand Ok. il avait un costume avec le même imprimé aux Oscars, quand il était aux Oscars, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, on vous mettra la photo. Il avait un costume avec l'imprimé avec plein de petits Jerry West comme ça. Donc à l'écran, ça donne un petit peu mal à la tête. Mais voilà. Donc c'est un prototype qui m'a coûté absolument zéro et qui aurait pu être une relique. Voilà. C'est très cool. Magnifique, bah effectivement, c'est un one of one et tu peux même le porter Ouais, pour aller au carrément. boulot tranquille, indétectable, trop classe. Personne ne voit rien. Si quelqu'un me dit, dis donc, on n'est pas là pour porter des trucs, je dégaine la petite étiquette qui est derrière pour dire, calme-toi, poulette, ça sert à rien de s'énerver. Donc voilà, mais c'est tout. Donc maintenant, vous pouvez vous déchaîner. Ouais, on n'a pas tous des copains qui sont chez les c'est pas mes copains à moi, mais commencez pas à vous énerver. Allez, écoute, je vais partir sur un thème moins polémique, Pierre Armand. Je voudrais tout simplement savoir quel est ton premier souvenir de basket. Ça peut être un match que tu as vu à la télé, ça peut être un match auquel tu as participé. C'est quoi ton premier souvenir de basket? Mon premier souvenir de basket, c'est la une de 5 majeurs avec les photos de la Dream Team. Je n'avais absolument jamais vu jouer ces joueurs-là. C'est mon premier souvenir de NBA. Mais mon premier souvenir de basket, j'avais 4 ans et mon père m'avait voir les Harlem Globetrotters. Je ne sais pas où, donc j'avais 4 ans. Donc on parle de Harlem Globetrotters en 1978. Et je pense qu'il serait intéressant de regarder le line-up des Harlem Globetrotters en 1978 parce que je me demande s'il n'y a pas quelques légendes ultimes. Et en fait, à la sortie, on avait attendu dehors et mon père m'avait pris en photo en train de me faire dédicacer un- la brochure des Harlem Globetrotters où dessus c'était un Harlem Globetrotter. Je m'en rappelle très bien, je l'ai regardé des milliards de fois ce truc qui était dessiné en cartoon et j'ai perdu le programme. Et celle-là, mon pote, c'est même pas une relique là. Je sais pas. Et
Il faut regarder, si tu peux regarder en même temps le line-up des Harlem Globetrotters 1978, regarde, et je me demande s'il n'y avait pas des légendes. Hein. Bah oui, probablement. Des légendes, tu veux dire, d'anciennes légendes NBA Ah oui, qui parce qu'il y s'étaient avait recyclées ensuite avec les Harlem Globetrotters, ça. il y avait des joueurs NBA en 1998 en 78 qui arrondissaient leur fin de mois et leur été avec avec les Harlem Globetrotters. Il faut absolument que je retrouve le line-up. Ça va pouvoir se retrouver. En tout cas, ça c'est beau quand même comme premier souvenir. Ouais, c'était mon premier souvenir de basket. Alors, et c'est marrant, j'avais donc 4 ans, tu vois, et je me rappelle de la salle, de comment j'étais placé, de ce que je voyais. Bon, ça ne m'avait absolument apporté aucune émotion et aucune envie de faire du sport. Moi, j'étais à fond, j'avais 4 ans, le sport ne m'intéressait pas du tout. Après, je m'intéressais beaucoup au foot. Et oui, mon premier rapport avec le basket, c'est ce 5 majeur par hasard, parce qu'il n'y avait plus l'équipe ce jour-là et que j'avais envie de lire un truc entre midi et 2 alors que j'étais au lycée. Et je suis tombé là-dessus. Voilà. Très, Donc, très... je peux avoir... Attends. Je vais te trouver ça parce que je suis intrigué. Qui avait Non, bah là, il faudrait regarder. Dallas Stanton, non, ça parle pas. Alors, il y Pas a comme les ça. universités, non, il faudrait regarder. Ouais, il faudra que je regarde. Je regarderai en avance pour voir s'il n'y avait pas. Parce qu'à un moment donné, je sais que par exemple, Will Chamberlain avait fait des tournées avec les Harlem Globetrotters. Ouais, il avait même menacé, en fait, si je me trompe pas, à sa sortie de l'université, je crois qu'il était parti jouer un peu avec eux pour justement pouvoir négocier au mieux son contrat. Il faisait aussi jouer oui, avec la NBA, il me semble que c'est ça. Il essayait de faire monter un petit peu les enchères. Voilà. De Dans mémoire. l'ensemble, c'était des universitaires. C'était pour la plupart des universitaires, mais voilà. Je regarderai. Là, je n'ai pas l'info, mais je regarderai. Bah écoute, moi en tout cas, mon premier souvenir, je pense que c'est tout bêtement un match à la télé, ce qui devait être un match de basket français. Alors, chez ma grand-mère, moi, je n'avais pas la télé quand j'étais gamin, mais du coup, j'imagine que ça devait certainement être du Villeurbanne, du Villeurbanne ou du Limoges de l'époque. C'était avant l'ascension, je pense, de Pau, malgré tout. Ça, c'est mes premiers souvenirs de basket. Après, ma mère m'avait inscrit au basket quand j'étais petit, j'avais pas aimé, j'avais pas compris. Tu vois, je me rappelle encore ne pas avoir compris ce que c'était, les règles, enfin les règles. J'avais bien compris qu'il fallait mettre le ballon dans le cercle qui était de l'autre côté, mais on me demandait de me démarquer sans m'expliquer. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Il y avait toutes ces choses-là, ça m'avait pas trop plu, donc j'y suis revenu bien plus tard. Bien plus tard, mais je pense que c'est quand même basket français, mes premiers souvenirs d'images de basket à la télé. Du coup, j'allais enchaîner. C'est quoi ton premier souvenir de NBA? Tu m'as dit que c'était cette une de 5 majeurs, mais ton premier souvenir de match NBA, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu en as vu un? Alors, j'avais vu, parce que je m'étais vite abonné à 5 majeurs, donc j'avais reçu la cassette, on en avait parlé des Lakers du back-to-back 87-88. Le premier match que j'avais vu à la télé, c'était le All-Star Game 92, le fameux avec Magic, qui était retransmis sur France 3, donc dans des conditions un montage aberrant de nullité et des commentaires tout aussi affligeants d'incorrect. Tout était incorrect, tout était. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais le premier match en direct que j'ai vu, c'est le Game 1 des finales 92. Ouais. C'est pas le plus mauvais. C'est pas la plus Ouais. mauvaise première mi-temps que tu puisses voir. Donc je regarde ça et je me dis, c'est ça tout le temps? Parce que c'est comme si le mec là, son premier match, il vient de voir le match de Minnesota-Denver, tu vois. Il se dit, excusez-moi, ça va être comme ça tout le temps le truc là. Voilà. Donc voilà. Donc c'était obligé d'être complètement piqué. Et comme je te l'avais raconté, en plus j'étais en mode à fond pour les Blazers parce que alors, sans n'avoir jamais vu jouer Jordan en me disant ouais, surcoté, c'est un truc commercial, tout ça. Allez, hop. Il est arrivé, fléchette empoisonnée. Ils ont pris le serpent comme ça, ils ont pris le venin de Jordan, ils ont tiré. Aïe, ici la petite fléchette, c'est terminé.
Bah, je comprends. Bah, moi aussi, premier match en direct comme toi, c'était premier match des finales 92. Une fois, je crois que je l'avais déjà dit, une fois que j'avais pu récupérer un décodeur pirate par des moyens dont je ne parlerai pas. Je sais pas s'il y a déjà prescription pour ça. Mais sinon, les premiers souvenirs de match NBA, là encore, je pense que c'était tout bêtement sur France 3 parce qu'il y avait encore des matchs il y avait un peu de NBA sur France 3 à l'époque. Et je saurais pas dire précisément. J'ai quand même le souvenir j'ai l'impression que c'était quand même, ça impliquait les Lakers ou les Celtics, donc soit du Bird, soit du Magic, mais je me rappelle de ça. Et effectivement, sur France 3, par la suite, c'était assez dur. Il y a Tony Parker Senior, le père de Tony Parker, qui commentait à un moment. Je me rappelle qu'heureusement qu'il était là. Je me rappelle notamment d'un match où il y avait les Bulls et le commentateur français arrêtait pas d'appeler Jim Paxson Jim Jackson pendant tout le match. Des choses vraiment dures, quand même dures, même à l'époque, alors que j'y connaissais pas grand-chose. J'ai dû avoir lu 3-5 majeurs, 2 maxi basket, et je me rendais quand même compte que c'était un peu absurde ce qui se passait devant mes yeux. Mais ouais, c'est comme des moments où il y avait des matchs en pleine journée qui passaient à la télé sur les antennes pour lesquelles qui étaient gratuites, quoi, qui étaient pas payantes à l'époque. Ouais, moi c'est ça mes premiers souvenirs. Et du coup, je me demande, toi, quel est ton premier souvenir de match pro, mais en vrai, dans la salle? C'est une bonne question, ça. Tiens, en NBA? Peu importe, ou en France ou en NBA, la première fois que tu étais vraiment allé voir un match de basket pro, quoi. Alors, je me demande si c'était pas un match NBA que j'avais vu à Chicago, ouais, en 95. Il me semble que ça devait être ça. Alors, j'avais dû voir peut-être des matchs j'en ai aucun souvenir, mais pro dans une salle, voir un vrai match de basket, payer pour voir un match de basket, il me semble que c'était la première fois. Après, j'avais vu la campagne à Antibes de l'équipe de France pour l'Euro. Ouais, je sais même plus. C'était lequel d'Euro? Il y avait Moussa Sonko, il y avait Tariq Abdul-Wahad, je sais même Ah, plus en quelle année c'était. c'était l'Euro en France, 99. 99, voilà. Ouais. Ça, c'était la première fois que je voyais l'équipe de France. Mais sinon, oui, ça devait être cette expérience-là. Mais pour te dire que la première fois que j'avais vu même l'équipe de ce Chicago-Portland, je me rappelle, ils montraient le 5 majeur des Bulls. Donc, il y avait Scott Williams, tu sais, qui était souriant comme ça, B.J. Armstrong, qui avait l'air plutôt sympa, Bill Cartwright. Et je me rappelle en face, Cliff Robinson, Jérôme Kersey, Kevin Duckworth, Terry Porter, des gueules, le tueur. Je me suis dit, mais ils vont les tuer, quoi. Ils vont les tuer. Et c'était une vraie belle équipe, hein. Franchement, ces Blazers, là, quelle belle équipe. Très très belle, mais je suis d'accord avec toi, avec Danny Ainge qui sortait du banc. Non, c'était vraiment une superbe équipe, carrément. Ouais. C'était super équipe. Non, moi je pense que alors ça fait que je me la pète, mais je pense que le premier vrai match que j'ai vu, c'est un match des Bulls à Chicago en 95. Et toi? Bah écoute, moi c'est pas loin d'être la même chose parce que je pense que le premier match c'était aussi quand j'étais en première là, on avait un voyage, un échange scolaire qui avait été organisé là, donc j'ai pu partir à Naperville et le père de mon correspondant avait réussi à négocier avec un gars de sa rue qui avait un abonnement à l'année et donc on est allé voir un match au Chicago Stadium, c'était un Chicago Miami Heat. Miami dont on parle dans le dernier MOOC avec notamment, je me rappelle de Harold Miner qui avait essayé de dunker, qui s'était pris le cercle avec la salle entière du Chicago Stadium qui s'était mise à huer et c'est là que j'avais compris le concept d'avantage du terrain en fait, tu vois, jusque là c'était assez abstrait pour moi et là j'ai bien compris ce que ça voulait dire mais ensuite je pense que le premier match que j'ai vu parce que moi je viens d'une famille où personne s'intéresse au sport donc c'était pas du tout dans les mœurs d'aller voir des matchs de sport, c'était même pas dans les mœurs de regarder à la télé ou quoi que ce soit. Et c'était un match Paris. Alors, je me rappelle plus. J'ai un doute maintenant sur l'équipe dans laquelle il jouait, mais c'était pour aller voir Dominique Wilkins. C'était en Coupe d'Europe. Ah, Paris jouait contre l'équipe dans laquelle jouait Dominique Wilkins. Donc, j'étais allé à la salle Pierre de Coubertin où a longtemps joué l'ancien PSG Racing, puis PBR, etc. Et ça, j'en ai des souvenirs hyper précis, quoi. Je me rappelle très bien où on était. C'était un petit peu. Wilkins, pour moi, c'était un extraterrestre, quoi. C'était impossible, impensable d'être dans la même salle que ces mecs-là. Nous, ça nous semblait être des super-héros à l'époque. Et ouais, ça, j'en ai gardé un super souvenir. Mais finalement, même à ce moment-là, après, je suis pas retourné tant que ça voir des matchs pro. Il a fallu attendre longtemps que je commence vraiment même à vouloir bosser dans ce milieu pour me dire, ah bah oui, mais en fait, c'est tout simple d'aller voir des matchs de haut niveau, c'est accessible, etc., quoi.
Mais là, t'as tout dit, c'est qu'on se rend compte que c'était accessible parce que la NBA à l'époque était totalement, semblait inaccessible. On ne voyait que les images qu'on avait à la télé. Alors je sais qu'on va repartir sur un mode boomer, etc. Mais faut se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on va dans une salle NBA, il y a le Jumbotron qui est en face de soi. Donc avec si on n'a pas la chance d'être en bas, et malheureusement on a rarement la chance d'être en bas vu les prix des places, donc on est en haut, on est attiré, on regarde à la limite plus l'écran que le terrain. Toi, quand tu as vu les Bulls, moi, quand j'ai vu les Bulls, il n'y avait pas les images sur l'écran. Il y avait juste les scores et les stats, mais on regardait le terrain. Donc, c'est vrai que on était là pour le sport. On n'était pas là, il n'y avait pas un show, il n'y avait pas des images diffusées de dance cam, de kiss cam, etc. Comme on voit le cirque que ça peut être aujourd'hui. Et les gens prenaient des photos, mais si on se faisait gauler, moi je m'étais fait gauler avec un appareil photo et je m'étais fait un petit peu engueuler. J'avais même failli me faire foutre dehors une fois à Brooklyn en 2014 parce que j'avais un appareil photo avec un gros zoom et qu'en face de moi, il y avait Beyoncé et Jay-Z. Et en fait, il y avait les gens, les ouvreurs, là, enfin, même pas les gens de la sécurité, qui traquaient les gens avec des appareils photo au cas où Beyoncé elle mette le doigt dans le nez et que tu chopes à ce moment-là, tu vois, et que tu mettes ça sur Internet. Et 2-3 fois, on est venu me dire stop, alors que je prenais en photo, moi, Jeremy Lin, mon pauvre Jeremy Lin, j'étais content de voir avec Houston, ou Kevin Garnett qui jouait à Brooklyn à ce moment-là. Et je me faisais, et j'ai failli me faire foutre dehors pour un 3e avertissement. J'ai pris 2 techniques et parce que il me faire saisir l'appareil parce qu'en face il y avait Beyoncé. Je sais même pas, du coup c'est parce que ton Enfin, appareil faisait trop professionnel pour... ouais, j'avais un zoom et en fait, Ouais. il voyait que bah, tu vois, c'est toujours pareil, quand tu es loin, à Brooklyn, j'étais quand même tout en haut, j'avais envie de voir un petit peu des belles photos des joueurs. Et puis quand ils ont annoncé, enfin, ils l'annoncent pas qu'elle est là, mais quand j'ai vu qu'ils étaient tous les deux sur le bord du terrain, parce qu'on le sait qu'ils sont là généralement, oui, il est possible que j'ai un peu zoomé pour voir si c'était bien eux et tout. Et ouais, c'était terrible. Hein. Donc tout ça pour dire qu'à l'époque, on était concentré sur le match et que le match. On voyait que ça. Donc c'était encore mieux. C'était encore mieux. Il n'y avait pas aucune distraction visuelle et de vidéo qu'il y avait autour. On était vraiment concentré que sur ça. Ouais, bah c'était... Puis moi j'ai un souvenir, enfin forcément... C'est un vieux souvenir et donc il est forcément un peu magnifié par la mémoire, mais j'ai aussi ce dont tu parlais, il n'y a pas de la musique en permanence. Donc on le voit un petit peu dans le documentaire auquel je suis accro maintenant à cause de toi, là, Celtic City. On va Quand en tu vois parler. l'ancien Boston Garden, tu vois les gens qui parlent entre eux, tu entends même, tu as de la captation où tu sens c'est l'énergie et le bruit de la salle, vraiment, c'est pas... Enfin, faite par les gens. C'est peut-être bête à dire comme ça, mais c'est pas de la musique qui est envoyée. Alors bien sûr, il y avait Benny the Bull qui faisait l'andouille pour pousser les gens à applaudir, etc. Mais c'était pas, c'était plus organique d'une certaine manière. Et ouais, j'ai cette espèce de souvenir, tu vois, de vieux. Le Chicago Stadium était une très vieille salle, donc vieille salle vétuste, mais d'une espèce de chaleur, enfin chaleur humaine et des supporters dans la salle. J'ai forcément un super souvenir de ça. Propos de souvenirs, j'ai une question extrêmement précise, attention. Je sais même pas si elle va tomber juste. Est-ce que tu te rappelles des premiers dunks que tu as essayé de placer sur des petits paniers pour imiter les stars de la NBA? Ah ouais, c'était même pas. Alors attention, embarrassement. C'était pas les petits paniers à 2,80 m, moi, c'était les petits paniers en plastique. Ouais, mais ça compte quand même. C'était le seul truc où je pouvais dunker parce que même un panier à 2,50 moi, j'arrive pas. Hein. Donc, je dunkais sur ces trucs-là avec le tout petit ballon, là, avec le panier marqué NBA Jam et tout. Donc, oui, avec le. Tu sais, je faisais. Comme ça. Et en fait, je passais des heures à refaire des matchs de finale NBA. À force de les garder, tu les connaissais par cœur, où tu refais les mêmes moves et en fait, tu fais le move. Alors attention, Chicago fait ce move-là, Portland fait ce move-là, tu faisais exactement les mêmes trucs comme si tu faisais un horse en fait. Ça durait, tu mettais un chrono de 20 minutes et à la fin, tu voyais qui gagnait. Et à la fin, ça se finissait toujours sur un dunk à 5, à 3 qui durait 25 secondes les 2 dernières parce que fallait prendre la photo. Enfin bref, on avait une vie intérieure assez incroyable à cette époque-là.
C'est clair. Bah, Ouais, moi, j'ai j'avais fait. en permanence 17 000 personnes dans ma chambre, hein. Je sais pas comment, d'où ils rentraient et comment ils sortaient si vite. C'était nickel quand ils partaient. Mais 17 000 personnes, gratos, ces enfoirés. Très très bon ça. Moi j'avais été tellement marqué par le concours de dunk entre Dee Brown et Sean Kemp. Je maintiens que Sean Kemp s'est fait voler systématiquement dans la plupart des concours de dunk auxquels il a participé. C'est quand même fou qu'il n'en ait jamais gagné. Mais c'est vrai qu'il y a ce dunk arrière de Dee Brown, tu sais, où vraiment il place la balle entre les jambes. Sûr. En faisant la chaise, là, comme on disait. Alors moi, j'ai jamais eu de détente à deux pieds, hein. De toute façon, encore une fois, je précise, hein, c'était sur les petits paniers, pour le coup, les petits paniers à 2,60 m là. Mais sur un pied, celui-là, j'aimais bien, c'était mon préféré, quoi. C'était un peu mon go-to move. On avait trouvé, ça devait être un terrain d'un collège ou un truc comme ça. On devait passer par le grillage pour y accéder avec des petits paniers qui étaient à 2,60 m. Et quand on faisait nos séries de tentatives de concours de dunk, là, c'était un peu mon go-to move. Et il y en a un autre que j'adorais, mais que j'ai jamais réussi à placer. C'était, pour le coup, j'étais pas fan du joueur, mais Kenny Smith, il y a ce dunk là où il se passe la balle, rebond au sol entre les jambes en étant dos au Ouais, ouais. panier. La balle rebondit sur la planche et après il monte et il dunk, il la chope en l'air et il dunk. Celui-là, je l'ai essayé un paquet de fois aussi. Et tu l'as jamais réussi? Non, non, je me demande s'il dunk en arrière après, non? Je me rappelle plus comment il termine en fait. Je Je, sais je plus sais comment il qu'il est termine. dos à la planche, il fait un rebond entre les jambes, ça rebondit, ça tape la planche et derrière il la chope en l'air. Mais je crois pas que celui-là je l'ai. Non, celui-là c'était pas. L'autre que j'arrivais plutôt pas mal, même après, plus tard sur les paniers officiels, là, c'était tu sais, le presque 360 qui est en fait vraiment un 180 où tu arrives avec un angle déjà, ton pied il est déjà à moitié dans l'angle et tu le termines comme un crevard pour mettre la balle dans le cercle. Celui-là j'aimais bien, mais bon, je suis obligé de reconnaître que c'était pas un vrai 3-6 du tout, du tout, du tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Je sais pas si j'ai passé un 3-6 dans ma chambre, hein. Un petit. Ah, bah, non, là, tu te sous-estimes, Pierre, là, je suis sûr, là. Un petit Je faisais 3-6. genre, je sautais par-dessus un coussin comme si c'était une chaise. Enfin, c'était catastrophique. Si quelqu'un m'avait filmé à ce moment-là, je pourrais me faire chanter, je pourrais verser des pensions pendant 40 ans. C'est parce qu'on reparle de 360, ça me fait penser à ça. Mais je pense qu'un des dunkers les plus honteusement oubliés de l'histoire, alors sa carrière NBA a vraiment pas été fantastique, mais c'est Kenny Skywalker. Bien sûr. Le 360 qui claque là, dans ce concours de dunk Tellement avec sa smooth, coupe high top, super smooth. incroyable. Ouais, Facile, facile. Et je pense qu'il aurait pu retourner encore une fois derrière. Parce qu'il avait l'air tellement large encore quand il le faisait. C'était très, très beau. c'est clair. Son maillot d'Enix, t'avais l'impression que c'était une espèce de singlet de baigneur des années 30, tellement il était balèze avec des épaules incroyables. Comme Dwight Howard avec son maillot d'Orlando, on avait l'impression qu'il y avait un petit Marcel. Exactement. Exactement. Écoute, autre question. Alors là, je suis sûr que tout est documenté. Je pense que tu as même une photo authentifiée avec, où tu poses avec le journal du jour pour donner la date. C'est quel est ton souvenir de la première paire de baskets, mais vraiment de modèle de basket, d'une marque de basket que tu as acheté? Que je me suis Non, acheté. non, 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 parce que, pardon, j'anticipe, ça sera ma deuxième question, mais celle que, voilà, que tu as pu obtenir, on va dire. Je me rappelle avoir habité dans une petite ville et il y avait un magasin qui s'appelait Technicien du Sport et en vitrine il y avait la Jordan 6 infrared avant que Théo la vandalise. Il y Ça, avait tu une me pardonneras jamais pour ça. jamais. Il y avait la Ewing et il y avait la Mutombo et j'avais pas eu accès j'avais pas l'accès à ce genre de paire. Je sais pas, la première vraiment, je me rappelle la première que j'avais achetée avec de l'argent de poche, c'était, je l'avais raconté, une Jordan 7 olympique. Mais ouais, je me rappelle avoir été beaucoup plus. À l'époque, je jouais au tennis, je jouais pas au basket en fait, je jouais beaucoup au tennis. Et je me rappelle avoir chialé pour avoir les paires d'Agassi, là, les Tech Challenge que Oui. je vous avais remontré l'autre jour. Et la pump, voilà, la pump quoi. Moi, c'était la pump de Michael Chang. Voilà. Ouais, c'était formidable, ce truc qui te gonflait, qui te permettait d'avoir la cheville compressée, qui te permettait d'avoir la nausée au bout d'une demi-heure parce que le sang ne passait plus. Et qu'en fait, tu avais l'impression que ça faisait et quelqu'un t'allait te dire 12-8. C'est pas beaucoup, hein, vous êtes fatigué quand même. Donc on te prenait la tension et toi, tu étais là, tu pompais à fond sans te rendre compte du danger du truc. Parce que tu as l'impression que tu étais archi tenu, mais ton pied, il Mm. était. Enfin, ça n'avait aucun sens. Il respirait pas du tout. Mais le sentiment, et puis quand tu appuyais à la fin, ça
Ça a arrêté, puis la pompe, la valve était en balle de tennis. C'était génial. Oui. Ouah, c'était génial. C'était trop génial. Et Reebok, à cette époque-là, franchement, faisait plein de chaussures très très cool. Mais c'était l'époque du. Pour moi, c'était les, les, j'allais dire les artistes, tu vois. Les sportifs qui portaient des sneakers, pour moi, c'était vraiment les tennisman. Pour moi, les superstars à l'époque, encore, c'était les footballeurs, mais qui portaient des crampons, donc il n'y avait pas de question. Mais les tennisman, voilà, les chaussures de joueurs de tennis. Donc j'ai eu des paires de Lendl, des Edberg, tous ces trucs-là, parce que je jouais beaucoup au tennis, sans me rendre compte aujourd'hui du truc que c'était. Donc c'était plus Adidas, Reebok, après Nike avec Agassi. Mais voilà, c'est les souvenirs que j'avais où je pourrais dire « Ah, oh, celle-là, je les avais, c'était très bien. » Plus que des chaussures de basket, puisque je n'avais pas trop intérêt, je ne jouais pas encore. Vraiment, même pas du tout. Ouais, c'est marrant que tu parles d'Agassi et des Nike parce que c'est vrai que moi j'avais pas du tout la tête là-dedans, mais dans mon collège, je me rappelle que ceux qui aimaient bien les chaussures, enfin les baskets, les premières dont ils me parlaient, c'était des Agassi qui arrivaient avec son style aussi flashy. Alors, parce qu'il n'y avait pas aussi de chaussures de Jordan, par exemple, il n'y en avait pas. La première qui est vraiment vendue en Europe de manière large, c'est la 6. La 6 infrared, donc c'est 91. Avant, il faut aller aux États-Unis pour choper une paire de Jojo. Donc c'est pour ça qu'on se rabattait plus sur les chaussures de tennis, qui étaient donc des chaussures, en plus des chaussures montantes pour la pump ou pour la Tech Challenge, les chaussures de la Tech Challenge designées par Tinker Hatfield. Donc c'était des chaussures montantes en 3/4, quoi. Donc du coup, on avait l'impression on portait des chaussures montantes comme ça, plus que les chaussures de basket. Parce qu'on n'avait pas accès, sinon il fallait une paire d'Ewing, mais alors la taille que je fais, moi, une paire d'Ewing, j'avais l'impression d'être en train d'après-ski. Et puis en plus, tu les trouvais pas partout, les Ewing à l'époque, j'imagine, si? Si, tu pouvais encore, mais bon, c'était énorme. Énorme. Ouais, écoute, moi, ma première paire de baskets, c'était des Converse, c'était les Weapon noirs des Celtics. Très et belle. Tout simplement parce que en fait, j'avais un pote, donc j'étais au collège, et il n'y avait pas marqué Converse sur le côté ou derrière. Je crois que derrière, il n'y a pas marqué Converse en entier, il est marqué Cons. Oui. Et en fait, il y a plein de gens dans le collège qui se foutaient de la gueule de mon pote en disant ouais, t'as des chaussures de con, t'as des chaussures de con. Donc ils cherchaient à s'en débarrasser. Moi, je m'en foutais un petit peu de ça, donc je les avais rachetés. Mais à l'époque, tu vois, je sais même pas si je devais savoir ce que c'était à peu près, que c'était des chaussures de basket, tu vois, que Celtic c'était une équipe de basket, mais j'avais pas conscience avant de ce que c'était, quoi. Je me rappelle, voilà, que j'ai trouvé cool, noir comme ça, avec le petit logo, avec le Leprechaun derrière. Mais c'est complètement par hasard, quoi. Ah, il y avait cet enfoiré de Farfadet derrière? Il me semble, ouais. Oh, Il me semble. J'espère que ma mémoire ne me trahit pas, mais c'est ce qui me semble. En tout cas, je suis sûr que c'était ça. Il y avait le chevron derrière, ça je me rappelle, avec le CON et le chevron qui était. Mais je me rappelais pas, il avait peut-être fait une série avec la bestiole. Mais écoute, si je me trompe, c'est possible. En tout cas, je sais que c'est plus tard en fait que j'ai compris, en m'intéressant de plus près à la NBA, que c'était les pompes de Larry Bird et après les pubs, avec le modèle pour Magic, le modèle pour Bird, il la tient comme ça. Ouais. Ils la tiennent comme une arme, quoi. C'est assez. Tu pourrais pas faire ça aujourd'hui. Si, Ja Morant le fait, mais ça marche pas. Oui, il le fait à répétition d'ailleurs. On enregistre, on sait toujours pas ce que va donner, s'il sera à nouveau suspendu ou pas. Bon, affaire à suivre. Dans le mode, j'ai pas compris, je veux pas comprendre et je comprendrai pas. Il est quand même assez bon quand même, Ja Morant, malgré tout le talent. Et du coup, tu as anticipé un petit peu, j'allais te demander la première paire que tu as payée avec tes sous. Donc ça, tu disais c'était une Jordan olympique, c'est ça que tu disais? Jordan 7 olympique, je vous avais montré, qui est maintenant dans un état lamentable, donc avec argent de poche pour partir 3 semaines dans une famille aux États-Unis. Et le jour de l'arrivée, il m'emmène chez Foot Locker et je fume tout l'argent. Et crois-moi que c'est pas passé en assistant parlementaire. C'est passé dans la paire de Jojo, la casquette back-to-back des Bulls, la chemise starter des Bulls. J'ai claqué, je sais pas, tout en 20 minutes. Les trucs, le t-shirt Dream Team, je vous avais montré la dernière fois. J'ai tout gardé, tout payé. J'ai tout claqué. Et donc j'ai vécu je pouvais rien faire avec les autres pendant je sais pas combien de temps. Je n'osais pas demander. C'était pas à l'époque où tu faisais des virements par internet tout de suite. S'il fallait de l'argent, il fallait t'en envoyer. Enfin bon, bref. C'était possible, je m'étais un petit peu fait engueuler quand même. Mais voilà.
Très beau. Bah écoute, moi, pour le coup, c'est pas une paire de baskets. C'est une paire de Timberland. C'est la première paire que j'ai payée avec mon premier salaire de quand je bossais l'été. C'est la paire que porte celui qui était à l'époque et mon rappeur préféré et qui figure toujours parmi mes rappeurs préférés, Buckshot de Black Moon. Et en fait, sur cette pochette du disque Crooklyn Dodgers, alors là, c'est vraiment un single, je sais que c'est de la niche, hein. C'est un morceau incroyable produit par Q-Tip de Tribe Called Quest et qui était sur la bande originale du film de Spike Lee, Crooklyn. Donc à l'image, il y a Masta Ace avec son bandana, Special Ed dans le fond et Buckshot au premier plan avec la tête du mec qui vient de mettre une raclée aux deux autres. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais c'est vraiment, si tu cherches qui a mis une raclée aux deux autres, bah c'est lui, même si le morceau est extraordinaire. Et donc au pied, il a ces Timberland noirs qui sont des espèces de mid que je trouvais incroyables. Et voilà, premier salaire de jeune travailleur. Je les avais repérés dans un petit magasin de Paris. Dès que j'ai touché ma paye, je suis allé mettre mon argent là-dedans. Et pour la petite histoire, c'est la paire que j'avais au pied quand j'ai eu l'opportunité de faire une interview avec Michael Jordan. C'est la seule fois de ma vie que j'ai mis une veste pour aller faire une interview. Je me disais, bah, je peux pas y aller en basket quand même, c'est Jordan. Donc j'avais pris cette paire qui était un peu défoncée, mais qui passait incognito. J'avais mis avec mes habits et en fait, elle a décédé ce soir-là. C'est-à-dire qu'au retour, en venant de l'interview, la semelle s'est carrément barrée complètement. Donc c'était le signe qu'il fallait passer à autre chose. Ou c'était Zine qu'elle a dit maintenant, il est temps pour moi de partir. J'ai eu une belle nuit. C'est ça. Et croyez-moi que j'ai fini en beauté. Et si tu devais aujourd'hui interviewer Jordan de nouveau, aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets à tes pieds? Est-ce que rebelote, tu mets une veste et tu te fais tout chic? Ou est-ce que tu mets par contre là une paire de Jojo, sachant que tu sais très bien qu'il va l'avoir et qu'il va te dire "Jojo, bro." C'est une très bonne question. Bonne question, ça, parce que c'est toujours bizarre quand même d'aller faire une interview d'un athlète avec ses chaussures aux pieds, tu vois. En termes de positionnement, c'est quand même un peu bizarre. Non, je pense que la veste, peut-être, oui, peut-être bien. Je pense que peut-être veste et puis une paire de chaussures, genre, moi j'aime beaucoup les Clarks et les Wallabies, là, donc je pense que je tenterais peut-être plutôt ça pour quand même pas trop dire tout de suite. Je suis un fan, je me levais la nuit pour te regarder jouer, pour garder un semblant de posture professionnelle. Je pense qu'on est en dehors de ça. Si tu vas voir Zion et que tu mets une paire de Zion, ouais, là, c'est que tu fais, tu fais le babos, c'est obligé. Mais si tu mets une paire Jordan, aujourd'hui, tout le monde a des paires Jordan. Après, C'est vrai. est-ce que c'est vraiment sa chaussure ou c'est une chaussure aujourd'hui? C'est un vaste débat, tu vois, de savoir quelle est la place dans l'inconscient collectif de ça. Ah, moi, j'aurais mis une paire de 11, une paire de 3, une vraie belle paire de 3. Ouais. Mais Ouais, quand même. ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que du coup, bon, il a pas dû percuter ce que j'avais au pied. Par contre, le photographe qui était là avec moi ce jour-là avait une paire de... Je sais pas ce que c'était, sans doute genre des New Balance défoncées ou un truc comme ça, des paires dans un sale état. Et Jordan lui avait fait une remarque, quoi. Il lui a dit, tes chaussures, elles sont mortes, hein, faut pas porter ça et tout. Donc c'est quand même pour dire que... Alors qu'il en a rien à foutre, quoi, tu vois. Il est psychopathe au point quand même de regarder ce que les gens qui sont autour de lui portent, quoi. Moi, la première paire que j'ai dû me payer vraiment avec mes sous du travail, parce que là, je te disais, c'était de l'argent honteusement volé à mes parents. Ça devait être, je pense, ça devait être une Jordan. Il me semble que c'était une 13. C'était la 13 IGAT Game, celle qui est portée par Denzel Washington dans le film du même nom. La blanche et noire qu'on voit dans The Last Dance au tout début, puisque c'est celle qui porte quand il va à Paris. Avec le petit œillet, c'est ça, avec le petit œillet. Avec le petit hologramme, ouais. avec le petit hologramme qui symbolise l'œil de la panthère. Donc c'était ça. La première que je me suis payée, c'était ça. Et super chaussures. Ouais, mais celle-là, j'ai regretté. Je les ai pas eues à l'époque, mais après elles avaient été rééditées, donc je les avais rechopées quand elles avaient été rééditées. Tu sais, elles avaient été rééditées avec un bleu. Alors c'est pas le bleu Carolina, un peu plus foncé. Je les avais chopées à cette. Attends, on parle bien de la même ou je me mélange les pinceaux de manière éhontée? Alors la 13 IGAT Game, elle est noire et blanche. Et on se rend compte qu'à l'époque, on pouvait encore faire ça, tu vois. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas rivés sur leur écran, ils ne voyaient pas tous les matchs. Donc, on pouvait jouer avec une paire de Jordan. Mais aujourd'hui, regarde, même moi, je me fais encore chambrer quand je vais jouer le lundi parce que j'ai une paire de Curry au pied. Il suffit que je rate 2 shoots d'affilée pour qu'on me dise Curry, rien du tout, Curry, tu vois. On se fout de ma gueule. Donc, tu as limite envie de venir jouer avec. Il faudrait que je prenne les chaussures de Russell Westbrook pour rater des layups.
C'est bien celle-là, tu vois, moi je les avais chopées, je sais pas si tu les Oui. vois comme ça, là, avec le en bleu, espèce de bleu. Coloris Flint. Ouais, voilà, exactement. Euh, Allez, ben on parle un peu de sap, là, on parlait de chaussures. C'est quoi le premier jersey de basket que tu as, pas forcément, que ce soit NBA ou autre, le premier jersey de basket que tu as acheté ou que tu aies possédé? On m'a offert un magnifique jersey de Jordan pour me remercier une fois d'être un bon copain. En 95, mais magnifique, hein, un truc champion, mais il est immaculé, je ne l'ai jamais mis, offert par mon pote David, s'il me regarde, j'embrasse bien fort, mais vraiment une merveille, et que je m'étais acheté, je crois que je m'étais acheté un maillot de Jordan 45, que j'avais trouvé en solde quelque part, mais sinon, comme je tankais comme une brindille le maillot de basket, j'ai toujours eu du mal à le mettre. Donc j'achetais cherchais des t-shirts, plus des t-shirts avec des joueurs ou des numéros enfin, tu sais avec l'imitation du maillot. Ouais. J'avais acheté un t-shirt jaune avec Lakers 32. Il n'y avait pas marqué Johnson derrière, mais juste Lakers 32. Voilà, c'est mon premier souvenir d'avoir acheté un maillot avec un joueur dessus. Après, évidemment, j'en ai acheté tant et plus, collectionné, Vinted. Ça fait partie de mes recherches préférées, maillot NBA, en petite taille. Donc, je fouine toujours un petit peu d'essayer de trouver des trucs sympas. Mais non, c'était un t-shirt Lakers 32. Très classe. Bah, moi aussi, il n'y a pas le nom non plus dans le dos, mais je l'avais montré une fois déjà, c'est pendant ce même voyage aux Ouais, États-Unis. J'avais acheté magnifique. le jersey de Michigan, voilà, de Chris Webber Incroyable. avec son numéro 4 en Incroyable. bleu. Moi, j'avais la version bleu marine avec Michigan en jaune, bien entendu. Et ben ouais, j'étais trop content, quoi. On pourra même, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais je pense qu'on pourra faire un épisode spécial uniquement sur le Fab Five parce que c'est vraiment. Bien sûr. Cette équipe-là, elle m'a marqué presque autant que les stars NBA de l'époque, tellement c'était énorme, malgré leurs 2 défaites de suite en finale. Mais ouais, ce jersey que j'ai toujours d'ailleurs, c'est mon préféré, je pense, dans ceux que je possède. Oui, il a été réédité il n'y a pas longtemps par Mitchell Ness et on le trouve à des prix tout à fait abordables, alors qu'il reste encore un peu cher, mais en solde à 50 euros, vous trouvez un maillot de Michigan, le blanc avec marqué Weber derrière. J'en ai vu un aussi passer là de Ron Harper de 9 des Bulls, je l'ai trouvé magnifique Classe, rouge. ça. Ah, très belle prise ça, ou 54 d'Horace Grant, Mm. pareil. C'est vraiment, tu sais, c'est les maillots que tu portes et que quand tu croises un gars dans la rue et puis il te regarde, il fait. Et tu vois, tu sais que j'aime bien avoir ces maillots où il y a un gars à un moment donné qui vient enfin, te dire gentiment que lui, il a pigé le truc, quoi, tu vois. Mm. Que il a compris que toi, t'as pas pris ça par hasard et que lui, s'il en avait un à prendre, il aurait peut-être pris celui-là aussi, tu vois. Donc, c'est toujours sympa de voir ça. Ça permet de rencontrer. Des fois, j'ai fait des rencontres de gars dans des soirées parce que j'avais un maillot un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ou, enfin, dans des soirées, dans des apéros, dans des trucs comme ça, tu vois, il fait vite chaud à Marseille, donc tu te retrouves dehors un peu débraillé, on n'est pas là à se regarder. Donc, il y a pas mal de gens avec qui j'avais discuté sur un simple maillot de basket, ce qui est plutôt marrant, tu vois. Ah, c'est le principe de les vrais savent, quoi. Oui, c'est ça, c'est Ouais. exactement ça, les vrais savent. Je vais repartir un petit peu dans les souvenirs perso. C'est quoi ton premier souvenir de match auquel tu as participé ou en sortant du match, tu dis, ah, là, j'ai vraiment assuré, quoi. Un de tes premiers matchs où vraiment tu as eu le sentiment d'avoir fait un gros match et d'être hyper content de toi. Bah, une fois, j'ai mis 20 points dans un match. C'est beau ça, bah, c'est beau. C'est pas mal, donc j'étais content. Bon, 20 dont peut-être 10 en contre-attaque, tu vois. Mais j'avais mis 20 points dans un match qu'on avait gagné, le premier match de la saison, on avait gagné je ne sais combien c'était une boucherie. Mais du coup, j'avais pu jouer plus longtemps que d'habitude, c'est bon, surtout pour ça. Et c'était plutôt sympa. C'était bienveillant parce que tu avais tous les copains sur le bord du terrain qui t'encouragent. Tu vois, c'est vraiment. J'étais en mode Jeremy Lin, encouragé par Landry Fields et Melo et Stoudemire, tu vois. Voilà, c'était sympa. Oui, oui, j'ai ce souvenir. J'ai ce bon souvenir là, mais j'ai des bons souvenirs aussi de matchs où j'avais très peu scoré, mais j'avais servi à quelque chose, tu vois. J'avais volé 3 ballons et j'avais eu l'impression d'être utile. En fait, c'était ça. Parce que moi, je jouais pas. J'étais petit, je me suis mis au basket tard, donc j'étais pas. Je jouais en équipe réserve parce qu'à l'époque, dans le club où j'étais, l'équipe 1 était en N3 ou N2, je sais plus. Ouais. N3, je crois. N3.
Et en dessous, c'était la réserve. Donc, il n'y avait pas de catégorie intermédiaire à mon âge. Donc, c'était soit la réserve tout de suite, mais avec des mecs qui jouaient bien, parce que des mecs qui avaient joué depuis longtemps. Euh, et, euh, donc voilà. Mais j'avais joué, je t'avais raconté, j'avais fait du banc en N3 parce que pour moi, parce que qu'en fait, comme j'étais plus âgé que tout le monde, j'allais m'entraîner avec les mecs de N3 parce que je m'entendais plus avec ceux-là. On était plus copains avec cette bande-là qu'avec les plus jeunes. Donc j'allais avec eux et puis voilà, je faisais les entraînements. Après, quand ils faisaient les oppositions et qu'ils travaillaient les systèmes, bah, soit j'y étais parce que je faisais le nombre, il manquait quelqu'un, donc c'était très bien de faire le sparring partner. Soit c'était le moment où je finissais mon truc, mais ça me permettait de me défouler, d'essayer de progresser un peu. Et pour me remercier, il m'avait fait le dernier match de la saison. J'étais venu et j'étais chauffé devant les gens et tout. Et après, j'avais dû rentrer 5 secondes à la fin. Mais c'est marqué sur mon CV, Théophile Omessin. C'est marqué sur mon CV. Je fais du banc N2, N3 ou N2. J'ai envie de dire N2 pour me la péter encore plus. Non, mais dans ce cas, c'est comme pour tout le monde, c'est que tu étais à la limite de la N1. C'est comme ça que ça se passe toujours, hein. Si tu as fait le banc d'une catégorie, même si t'es pas rentré, ça veut dire que sur ton CV de basketteur amateur, tu peux dire que tu avais le niveau pour jouer à l'étage du dessus. C'est comme ça que ça marche pour tout le monde. Mais exactement, j'étais à 2 étages d'être pro, tu vois. C'est ça qu'il faut voir. Très, très beau. Très très beau. Bah Et écoute, moi toi? je peux pas revendiquer d'avoir touché à un tel niveau. Par contre, mon premier souvenir, je me rappelle, c'était ce que moi, ce qu'il faut bien savoir, c'est que je suis allé au basket parce que j'ai suivi mes potes, mais j'étais le plus nul, quoi. J'étais le plus nul. J'avais deux trucs simplement pour moi, c'est que j'étais quand même parmi les plus grands, même si je suis pas immense, et j'avais un petit peu de détente. Alors pas non, pas me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, hein. J'ai jamais été athlétique, mais j'étais pas non athlétique. Ce qui veut dire que je pouvais sauter. Donc en gros, je faisais rebond et je mettais des contres. Il y a un match où j'ai mis un tir à 3 points. Et à l'époque, c'est te dire à quel point les mœurs sont changées, quoi. C'était, je vais pas dire que c'était un mini événement, hein, le match s'est pas arrêté parce que j'ai mis un tir à 3 points, mais c'était quand même suffisamment marquant pour que je sois tellement content de moi. J'ai peut-être même mis le seul tir à 3 points qui a été mis ou pris dans ce match. À l'époque, j'avais pas de shoot, donc j'essayais de shooter comme Larry Bird avec la balle complètement sur l'épaule, là, en mode catapulte. Et ça m'avait fait, ouais, j'étais trop content, quoi. C'était mon moment de gloire perso quand je devais être en, je sais pas, cadet, un truc comme ça. Et alors, moi, je rassure tout le monde, hein, je n'avais absolument pas le niveau ni de jouer avec l'équipe réserve, ni de jouer en national. 3, hein, j'étais nul, mais nul. Je ne savais pas poser 4 Non, dribbles, mais j'avais un shoot ultra fiable. Ça, par contre, à force de shooter dans la cour de chez mes parents ou dans ma chambre sur un petit panier, j'avais un shoot vraiment fiable. Donc, à 4-5 mètres, là, surtout à 0 degré, si tu me décales là, c'était fini. À cette époque-là, ça rentrait tout le temps. Et pareil, dans un match, je shootais jamais à 3 points parce que j'avais pas assez de force pour le faire. Je me chauffe, on me menait de beaucoup. Je rentre et je shoot à 3 points à 45 degrés, côté gauche, comme KD, quand, tu vois, le shoot de KD, toujours ouais. le même là. Celui-là, la balle rentre, donc genre le banc, on était à l'extérieur, le banc explose, tu vois, et l'arbitre dit pied sur la ligne. Ah, j'étais deg. J'étais deg. Action suivante, je le reprends et je le mets, mais cette fois pas le pied sur la ligne. Mec, j'ai failli faire le shrug comme ça. J'ai cru mais j'étais un génie. Soudainement, j'aurais été Steven Smith, j'aurais pu me mettre dans le débat du GOAT, hein, franchement. Et après, j'en prends un troisième, airball. T'es pas allé voir l'arbitre pour dire celui-là il était à 3 points ou pas? Ouais, j'aurais pu lui dire, et celui-là, 3 points et tout, airball sur le suivant. Et comme si les dieux du basket me faisaient, ouais, calme-toi, calme. N'oublie pas d'où tu viens. Donc, voilà. Toujours un petit peu, voilà, se faire remettre sur les pieds Mais sur terre par les dieux du basket. il n'y a jamais eu de vidéo, donc dans ma tête, j'ai pas le pied sur la ligne. Donc j'ai mis 2 tirs à 3 points d'affilée, coup sur coup. De toute façon, maintenant qu'on a établi que tu étais un shooter de National 1, je te crois à 100%. C'est ça qu'il faut retenir de toute façon comme information. Et ouais, dans 20 minutes, j'aurais fait le banc en G-League. Parce on gagne une division toutes les 20 minutes. Écoute, bah, à propos de... tu parles de Jill, donc à propos de choses qui te donnent envie de casser ta télé, est-ce que tu te rappelles du premier match où tu étais tellement dégoûté de l'issue du match que tu étais sur les nerfs à avoir envie de casser une table ou ta télé ou d'arrêter de suivre ce sport qu'est le basketball?
mon téléphone a failli traverser la Canebière en glissade sur le truc, sur le shoot de Ray Allen. Parce que je le regardais Ah dans la oui. rue. Le shoot de Ray Allen à 3 points pour égaliser. Je n'ai pas regardé la prolongation. Et mon téléphone je l'ai pris comme ça et j'ai failli le jeter dans la rue. Voilà, c'était ma vraie, vraie contrariété, la première, vraiment violente, hein, un truc, t'as vraiment envie de t'énerver. Après, il y en a eu d'autres depuis, hein. Il y en a eu d'autres depuis, mais surtout, en fait, c'est surtout avec l'équipe de France, plus qu'avec des clubs. Oui. Surtout avec l'équipe de France, ça me rend fou. France-USA, des trucs comme ça. Bah, je te comprends. Moi, alors, le premier souvenir, je pense que c'est pendant la saison 93-94 dans la série Bulls-Knicks. Je me rappelle plus de quel match il s'agit, mais c'est un match où il y a des décisions arbitrales hyper controversées sur la fin, notamment à tel point que j'ai retenu le nom de l'arbitre, là, c'était Hugh Hollins, là, alors qu'à l'époque on connaissait pas particulièrement le nom des arbitres, mais je sais que c'était l'arbitre qui était détesté par Phil Jackson et les Bulls. Je sais plus si c'est une faute sur Scottie Pippen ou un truc comme ça. Encore une fois, hein, je répète, cette équipe de New York était meilleure et méritait de passer Chicago, mais j'avais tellement cru au fait que les Bulls pourraient le faire sans Jordan que j'étais dégoûté. Mais sinon, comme toi, le pire souvenir, moi, ça reste demi-finale de l'Euro 2005, pardon, de l'Euro 2005, le France-Grèce, là, avec les lancers francs ratés, Ouais, les voilà. mauvaises décisions les unes sur les autres. Je me rappelle mettre une putain de patate dans la table, j'étais même pas chez moi, mettre une patate et de craquer un « Eh merde !» comme ça, ce qui m'arrive assez rarement dans du basket. Mais ouais, ça c'est le pire. J'ai pas pris beaucoup de contrats. Autant au foot, j'en ai pris, mais alors, des envies de casser les télés, c'était fou. Mais au basket, comme j'avais jamais eu ce sentiment de supporter, à part pour l'équipe de France, voilà. Mais là, l'été dernier, non, c'est trop quoi. Mm. La finale, bon, la finale, t'as senti que tu vivais un truc extraordinaire quand même. Donc t'as la déception de ne pas avoir gagné, mais ce sentiment d'avoir vécu un truc formidable, unique avec ce qui s'est passé avec Steph Curry. Donc, ça a fait passer un peu l'agacement. Mais les filles, bon, Tu m'avais dit, ouais. bon, laisse tomber. Je ne vais pas en parler là parce que les larmes vont couler, mais les filles, c'est vraiment relou, quoi. Ça m'a vraiment contrarié. Contrarié au point, oui, pendant 1 heure, je fais la gueule, voilà, ça me fatigue. Je comprends. D'autant, bon, je veux pas revoir ce match, mais j'étais surtout reparti en me disant, mais l'arbitrage, là, il se passe quoi au niveau de l'arbitrage? Bref. Passons à autre chose. Allez, je te propose d'enchaîner avec des questions qui sont un peu en dehors du spectre purement du basket. Quel est le premier souvenir que tu as d'un concert dans lequel on t'a emmené? Michel Fugain, j'avais eu très très peur parce qu'ils étaient déguisés en fantômes et je m'étais cagué la nouille. Je devais avoir 3 ans, mais je me rappelle encore. Ça m'avait Ouais. à tel point, non. Ça, c'est vrai. Maintenant, le premier vrai concert où j'étais allé, je l'avais raconté avec mon père, m'avait amené au concert de Europe. Tu te rappelles du groupe Europe, Final Countdown, Ouais. c'était sur cette tournée-là. Donc, c'était un vrai concert au Zénith de Paris. Où c'était pas un concert parce que ma grand-mère m'amenait avec mes cousins voir Chantal Goya chaque année, donc bon, voilà, c'était un spectacle. Donc j'avais l'impression d'être un vrai ado, tu vois, d'aller à un vrai concert. T'avais du merch, t'avais les gens, ils arrivaient, tout le monde était plus âgé que toi, t'étais le petit jeune, tout le monde te regarde, te dit ah c'est cool, voilà, surtout dans le public de hard rock qui est ultra bienveillant, qui est trop sympa, tu vois. Je me rappelle, j'avais fini sur les épaules d'un gars que je connaissais pas, et donc c'était vraiment marrant. Mais oui, c'est mon premier vrai souvenir où tu pars avec un souvenir, où tu te dis j'y étais. Voilà. C'était pas le meilleur, mais c'était le premier, vraiment, le premier vrai. Mais écoute, moi j'avais du mal, j'hésite entre deux parce que je sais pas lequel est le premier, j'en ai deux, il y en a un. Ma mère avait des amis en Tunisie qu'on était allé voir plusieurs fois l'été et je sais que j'ai vu un concert de Léo Ferré dans un amphithéâtre antique dehors. Alors
avec les souvenirs d'enfance, t'es toujours partagé entre est-ce que c'est vraiment ton souvenir ou est-ce que tu te rappelles qu'on te l'a raconté 150 C'est fois? ça. En tout cas, voilà, ça me reste vraiment en tête. Et l'autre, mais même chose encore, là, c'est surtout, je pense, parce on me l'a répété un paquet de fois, c'est que mon père avait voulu aller voir James Bond qui était venu au Zénith, et c'était pas le Zénith en dur, c'était avant, il y avait le Zénith, c'était une espèce de grand chapiteau avant que la salle en dur soit construite. Et donc là, pour le coup, je pense que les souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs diffus de choses qu'on m'a racontées. Mais à un moment, j'avais dû avoir envie de pisser ou un truc comme ça, donc j'avais dû sortir de la salle. Il y avait des resquilleurs qui essayaient de se battre, qui se battaient avec des agents de sécurité pour essayer de rentrer. Et visiblement, je me suis pris une pierre qui a été jetée, que je m'étais prise dans le dos. Donc ça, c'est des trucs qu'on m'a raconté, quoi. Mais voilà, donc, dans ma tête, quelque part, j'ai vu donc James Bond à 2 reprises, une fois quand j'étais gamin et puis une autre fois plus tard quand j'avais payé ma place. Mais c'est les souvenirs que j'ai. Et du coup, l'autre question que j'ai, mais tu me diras si c'est le même que le concert de Europe, j'avais demandé le premier concert auquel toi, tu as voulu vraiment aller. Ouais, bien sûr. C'était Ouais, celui-là. c'était Ouais. ça. Ouais, c'était ça où j'ai vraiment. Et puis surtout, où on m'a dit, bah, on y va, parce que moi j'habitais en région parisienne, donc il fallait aller jusqu'à Paris, jusqu'au Zénith, un soir, en semaine. Ouais. Donc on m'a autorisé à y aller. Et puis après, ça s'est enchaîné. Je suis allé voir tout ce qui passait. Mes parents étaient plutôt cool de bien vouloir m'accompagner à des trucs. Ça pouvait être aussi bien. Alors j'ai pu voir les Whitney Houston, Elton John, ça pouvait être aussi France Gall, ça pouvait être Lenny Kravitz, ça pouvait être toutes ces choses-là, des concerts de hard rock pas possible. Donc ils m'amenaient à chaque fois. Donc c'était plutôt sympa. Cure, tu vois, des très belles affiches. Prince, donc j'ai pu assister à pas mal de choses. Mais pour revenir à Michel Fugain, parce que tu disais par rapport c'est intéressant ce que tu dis entre ce qu'on t'a raconté et ce dont tu te souviens. Et en fait, je me souviens de cette image de personnage qui arrivait sur scène avec un drap, 2 trous à la place des yeux, et ça m'avait terrorisé. Et je m'en rappelle Mm. très très bien. Des chaises, c'était à Franconville, dans la région parisienne. C'était en plein air, donc on était assis sur des chaises qui étaient posées, des rangs de chaises, tu vois. Voilà, il y avait quand même un peu de monde. Michel Fugain à l'époque, je te parle de la fin des années 70. Et, et un jour, je vais chez Emmaüs et je trouve un disque de Michel Fugain et son orchestre, avec marqué en concert et tout. Et je regarde derrière et je vois la date du concert. Je vois 1977 ou un truc comme ça. Je me dis, ah, ça se trouve, c'est celui que j'avais vu. Ah, c'est marrant, je le prends, il coûte 1 euro, Mm. etc. Je le prends et je rentre chez moi, j'ouvre le disque et je vois la photo avec le fantôme. Ah oui, donc c'était vraiment sur cette C'était tournée-là. Ouais. vraiment sur cette tournée-là et je vois le truc et je me dis, bah voilà, tu vois, le souvenir, j'ai pas rêvé, tu vois. Et c'était très émouvant de voir ça, de voir cette image. Ah, oui, du coup, c'est marrant même que ça devait être vraiment un des points phares du concert si en plus il l'avait mis dans le. Enfin, pas Oui, dans les tu photos du sais, livret. Ouais. ouais, dans le livret, il y avait plusieurs Ouais. photos, plein de photos du Mm. concert, de cette espèce de scénographie incroyable, très Michel Fugain. Et je vous conseille quand même si vous pensez que c'est très baloche et tout, baluche, pardon, allez écouter les vieilles chansons de Michel Fugain. Vous me tapez sur vos plateformes là, les indispensables de Michel Fugain, écoutez Chante, la vie chante. Attention, mesdames et messieurs, de ces trucs-là. Bon, l'orchestration, les mélodies, c'est merveilleux. Franchement, ça vous mettra. Si vous êtes de notre génération, hein, bien sûr. Si vous êtes plus jeune, ça vous parlera pas du tout. Mais de notre génération, c'est des souvenirs merveilleux. Et franchement, ça joue. Hein. Franchement, ça joue. Mais il faudrait que j'écoute, parce que je connais pas. J'ai des pans entiers de musique française comme ça que j'ai pas du tout dans mon répertoire. Tu vois, Michel Fugain, je connais le nom, je serais incapable de te citer le moindre. Si, le beau roman, c'est un Je- beau roman. Tu connais ça quand même. C'est la fête ou tous ces trucs-là. Et c'est Ouais. parti, on y va. Parce on peut faire un karaoké, un blind test Michel Fugain. D'accord, ok. C'est ça. Mais écoute, pour moi, le premier concert, je pense. Parce qu'au début, j'allais raconter à nouveau l'anecdote sur le concert de Public Enemy auquel ma mère m'a courageusement accompagné. Et en fait, je pense que avant ça, au Zénith, toujours, c'était un concert de Renaud. Parce que moi, j'ai eu une grosse période Renaud avant de. Voilà, plus jeune ado. Et donc, je pense que c'était ça, où il y avait une espèce tu parlais de scénographie, une espèce d'arbre géant en plein milieu de la scène qui était, voilà, tout tournait autour de cet arbre géant. Donc, je pense que c'était ça. Et puis après, C'était ouais, le l'époque de fameux. Mistral gagnant, Ça doit sûrement. être juste après, je pense. Ça doit Ouais, être, c'est cette époque-là à peu près, tu vois, mais je me rappelle plus suffisamment des années. c'était Mais
qui était Ouais, une ça doit superstar, être Renaud, à l'époque. Hein, 89-90, ouais, ouais. Oui, c'est des grosses stars. C'est un de mes oncles qui m'avait fait découvrir ah ouais, et puis, ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y avait un peu ce côté, enfin, musique de banlieue. Enfin, c'était marrant, quoi. C'était un peu les puis précurseurs, quoi. puis c'était une belle époque où il y avait un album qui sortait, bon, bah, tous les. À espace quand même rapproché, puisque c'était leur manière de gagner de Mm. l'argent. Hein. Avant, ils vendaient beaucoup de disques. Puis après, il y avait la tournée, et puis il y avait le live qui sortait, le disque. C'était génial, parce qu'on avait l'impression de c'était notre moment à nous, qu'on vivait ce moment-là. Mais est-ce que tu as un souvenir de ton premier clip qui t'a marqué? Alors, le premier clip, je pense que c'est le morceau Money for Nothing, c'est ça de... Ah, bien vu, ouais. Tu vois, c'est bien ça, un Money for Nothing. Je pense que c'est ça le premier. Parce qu'encore une fois, à cette époque-là, je pense que j'avais pas la télé, donc je pouvais voir ça que chez ma grand-mère le week-end. Et je me rappelle, ouais, très bien, avec cette espèce d'animation en 3D, maintenant que tu peux faire. Tout le monde peut faire avec son téléphone. À l'époque, Et, c'était il faut faire mieux, révolutionnaire. surtout. Ouais. Voilà, exactement. Donc, ouais, je pense que c'était ça. Et d'ailleurs, ça reste un morceau que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Je Bien pense sûr. probablement lié à ce souvenir-là, quoi. Ouais, puis un super disque. Les disques de Dire Straits de cette époque-là sont incroyables. Brother in Arms, toute cette période-là est superbe. Moi, c'était chez ma grand-mère aussi, Michel Drucker qui nous dit eh bien, ce soir, événement, le dernier clip de Michael Jackson. Alors, moi, comme un Oh. fou, avec mes cousins, on était là et tout. Sauf que je devais avoir 8 ans et que le clip de Michael Jackson, c'était pas Billie Jean, c'était quand il va dans un cinéma et d'un coup, il se transforme en loup-garou. Et là, mon pote, j'ai eu la peur de ma vie. Je comprends tellement. J'ai mis des années avant de revoir la fameuse scène où il danse et tout. Et encore, je mets la scène où il danse, pas la scène où il sort de terre et où il se retourne et d'un coup il est en zombie et tout, qui est une des plus grandes scènes de l'histoire de la vidéo, hein, la scène où il y a la basse derrière et ils se mettent à danser avec les morts vivants, avec les zombies. Mais voilà, premier souvenir de clip terrifiant, tu vois, moi je me rappelle toujours de mes grandes peurs en fait. Je comprends. Je comprends complètement. Et voilà. Ouais, Thriller de Michael Jackson, bien sûr. Et puis c'était un événement Ouais. les clips de Michael Jackson qui étaient donc retransmis chez Drucker, chez Champs-Élysées. Donc on attendait ça avec grande impatience. Et après, il y en a eu plein, bien sûr, mais le premier que j'ai vu presque comme si tu allais au cinéma, c'était celui-là. C'est ça, ouais. Ok. Toujours dans la même lignée, j'avais une dernière question pour toi sur les premières fois. Est-ce que tu te rappelles du premier disque adulte, entre guillemets, parce que je vais pas te demander si c'était Song Kokai ou la BO d'Ulysse 31, mais le premier disque adulte que t'es demandé à ce qu'on t'achète? Oh, ça doit être Thriller. Je pense que ça Thriller, devait ouais. être... Ouais, je pense que ça Bah, devait c'est être beau. Thriller. Ça devait être celui-là qui n'était pas n'importe lequel, en effet. Euh, mais j'ai vite enchaîné. En fait, pendant un bon moment, je consommais énormément de musique et j'étais musicien, donc je jouais de la batterie et donc je jouais par-dessus tous les disques que j'achetais, les cassettes, etc. Et vraiment, quand j'étais ado, la seule chose que je demandais à mes parents, s'il te plaît, c'était pas des fringues, c'était des disques, tu vois. Hmm. Des CD, des albums. Et que j'ai toujours d'ailleurs, tous mes premiers CD, le premier CD que j'avais acheté, que, que, que je m'étais acheté moi, enfin que j'avais demandé à ce qu'on m'achète, c'était un album de Eurythmics. Donc tu vois, c'était que j'ai gardé encore précieusement. Mais le premier disque d'adulte que vraiment je considérais comme le mien, c'était Thriller, c'était le vinyle de Thriller. Ouais. Ok. Oh, bah, c'est une Sans les belle entrée en matière. Ah bah oui. Bah oui. J'ai mis des années à comprendre Quincy Jones, ces machins, ces bidules. Mais oui, c'était les premières émotions de disque, ouais, c'était celle-là. Hmm. Écoute, moi je pense que c'était probablement Renaud, j'imagine, ou Tracy Chapman, tu vois, je me rappelle l'album avec Talking About Revolution, là c'était cette époque-là, mais le premier qui m'a vraiment marqué durablement, c'est une compilation que j'ai toujours d'ailleurs, c'est cette compilation qui s'appelle Rhythm and Blues, tu vois, avec le Très bien. petit autocollant RMC en bas, vu à la télé, 24 titres, etc. Et je pense que je l'ai vu, et c'était dans la foulée du film Les Blues Brothers, qui est un des films qui m'a le plus marqué, notamment à cause de la bande-son, et dessus il y a que du bon, il y a
Soul Man chanté par les Blues Brothers, Ray Charles, t'as Aretha Franklin, Otis Redding, Wilson Pickett, Ah ouais. King Curtis, etc. Et Ray Charles, oui, j'ai déjà dit, enfin ce disque m'a vachement marqué, je l'ai écouté dans tous les sens, il est toujours en très bon état, et en fait ce qui est marrant c'est que finalement ce qui m'a plu après dans le rap et dans le hip-hop, parce que ça c'est sorti en 88-89, bah, c'est de retrouver le même grain que ces trucs qui étaient samplés, en fait ça samplait Bien les trucs sûr. de cette même époque, quoi. Et donc voilà, ceux-là, je me rappelle vraiment, même pour l'anecdote, je me rappelle que la pub devait passer à la télé. Et des fois, tu sais, quand tu vois des amis, de la famille ou des trucs comme ça, des fois, il y a toujours quelqu'un pour te donner un billet à un moment, c'était été gentil. C'était, je sais pas quoi, je me rappelle de voilà, l'espèce de tonton éloigné qui m'avait filé un billet de 50 francs, ça un truc comme ça. Et je m'étais dit, ah bah, derrière, je vais saouler ma C'est mère ça. pour qu'on retourne l'acheter. Et je me rappelle même que c'était dans un magasin qui s'appelait Super M. Donc, c'était des monoprix, mais en mode supermarché. Et il y avait il y avait une section disque, en fait, là-dedans. Et je me rappelle très bien être allé l'acheter là-bas. J'ai acheté d'autres trucs assez fous. La semaine dernière, on parlait des Two Life Crew. J'ai acheté un album de Two Life Crew quoi, dans ce Super M avec la pochette ultra limite qui ressemble plus à un Mac de cul qu'à une pochette de disque. Enfin bref, voilà Mais, pour les souvenirs. mais moi, tout mon argent de poche passait dans les disques, en fait. Hmm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une pièce ou un billet, alors mes parents étaient super bienveillants, c'est-à-dire que j'arrivais avec ma pièce genre de 2 francs en disant hey, je vais pouvoir m'acheter un disque. Tu sais, ma mère elle disait bah oui, oui, on y va et tout. Et puis elle rajoutait ce qu'il y avait derrière, mais tu vois, c'était pour me dire vas-y, donne tes sous. Donc, et c'est une époque où moi j'achetais beaucoup de 45 tours, tu vois, à chaque fois que j'allais à Prise Unique ou à Continent, à l'époque c'était. Bah, je sortais de là, il y avait des grands rayons de disques, je sortais toujours avec un 45 tours. Donc c'est trop bien. Ton premier vrai rapport charnel avec le premier disque de rap, quoi. Le premier vrai disque de rap que. Alors, je parle pas de single, mais le premier vrai disque de rap que tu as eu en main et tu t'es dit, waouh, ça c'est. Peut-être que ça va m'intéresser cette histoire. Alors écoute, ça doit être assez fou parce que j'hésite. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Il y en a un qui est plutôt cool, l'autre qui l'est beaucoup moins. C'est soit l'album Fear of a Black Planet de Public Enemy, Qui est soit beaucoup trop cool. ouais, soit c'est le 45 tours d'un morceau qui s'appelle Nation Rap, produit par David Guetta et avec Sydney qui présentait la fameuse émission HIP HOP, Qui est trop cool euh, aussi. qui rappait dessus. Oui, enfin le résultat c'est pas le même, hein. Je peux dire que Nation Rap c'était quand même pas, c'était pas Rebel Without a Pause ou 911 is a Joke, mais c'est l'un ou l'autre, je pense que j'ai eu en disque dans les mains. Ouais. Ouais, super. Ouais, ouais, top. D'ailleurs, je crois que je l'ai plus 45 tours. J'ai essayé de rechercher la dernière fois. Ou alors il est resté chez ma mère quelque part, mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Par contre, j'ai toujours le Public Enemy est toujours bien au chaud. Moi, je me rappelle, c'était, bon, outre les Bouches de là, les machins, les Benny B et tous ces trucs, le vrai rapport avec le rap que j'ai, le premier, j'étais arrivé dans une classe où il y a un mec qui faisait du graphe, et lui, il était à fond sur de la planète Mars. Et il m'avait filé la cassette, et ça m'avait pas plus parlé que ça. Donc, j'avais dû écouter ça rapidement. Et par contre, l'été suivant, je me trouve un job d'été dans la région parisienne, donc je retourne sur Paris et avec un gars qui donc me dit tiens, écoute ça, IAM, c'est les mecs du Sud, nous on est région parisienne et tout, et il met et t'as le fameux nous allons tester les micros et ça démarre sur Authentique et voilà, là j'étais scotché. Mais vraiment, c'est-à-dire tout de suite comme la première mi-temps de Boost Blazers, c'est-à-dire Mm. à la fin d'Authentique, c'était une cassette en plus, on était dans un autoradio. À la fin d'Authentique, je suis du premier morceau, je suis éclaté. Je veux savoir qui est DJS, Mm. je fais popo toutes les 2 secondes. Quoi. Alors, je vais pas dire que ma vie change, c'est pas pour ça que je me suis mis à écouter plus de rap, mais je me suis beaucoup plus en effet intéressé. J'étais plus en mode New Jack, R&B, tous ces trucs-là, tu vois, les New Edition, les troupes, Mm. les qui ont ultra. Enfin, c'est affreusement mal vieilli, hein, on va pas se mentir. Écoute, un album de Troop ou Joe Desi aujourd'hui, ce serait compliqué. Mais j'étais plus là-dedans que dans le rap pur et dur, mais authentique ça avait été une révélation, quoi.
Ouais, ouais, je vois très bien. Bah, en fait, pour répondre à ta question, moi, je te parlais vraiment les premiers disques vinyles en fait que j'ai eu. Hmm. Mais nous, moi, ce que j'ai eu, ma plus grosse claque, moi, c'était les cassettes de Radio Nova, des freestyles Mais ça, de la j'avais pas, moi. Ouais, je comprends. Mais moi, J'étais c'est pas vraiment sur là que Paris, ça. mais c'était Donc tu vois, raté, ouais. même c'est marrant ce que tu parlais de Bouche de là, et moi en fait, moi je me rappelais de la version qu'il avait faite sur Radio Nova, peut-être 2 ans avant que ne sorte le disque et Ah l'album. ouais, On connaissait déjà le morceau en fait, c'est juste qu'il l'avait fait sur un instru américain, tu vois, qu'avait joué Dynasty. Et après, bah, au début, en fait, moi c'était pas tant les CD, c'était pas encore là, le vinyle c'était plus cher, moi c'était les cassettes en fait, les c'est premiers ça, bien achats que sûr. j'ai fait, voilà, Bien sûr. c'était les cassettes. Et, euh, et voilà, mais oui, oui, quelle belle époque. Mais tu vois, pour Ayam et NTM, c'est marrant parce que pour le coup, bah, j'ai beaucoup aimé les deux, mais j'avais vraiment plus pris une claque par l'album d'Ayam, qui était complètement différent de tout ce que je connaissais. Tu vois, je pense que j'avais préféré sans doute à l'époque l'album d'Ayam au premier album des NTM. Ouais, bah, tu vois, Mais bon, c'est ça avait deux été choses le. complètement différentes, quoi. Ouais, ouais, c'est deux choses. Le texte était Mm, différent, la chose était différente. Puis après, en effet, c'est une sensibilité. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi, c'était pareil. Ça n'existait plus en début des années 90. Moi, le vinyle, pour moi, n'existe plus déjà. mm, Je suis soit sur le CD, soit sur la cassette. Parce que bah, le CD, tu pouvais le transporter avec toi en permanence et l'avoir où que tu sois, tu peux avoir ta musique avec toi. Donc, il fallait choisir, hein. Mais mm. le vinyle commençait déjà à décliner, écrasé par le CD. Donc, les vinyles. J'ai racheté des choses par la suite. Je n'ai jamais racheté authentique parce que je me vois pas forcément l'écouter dans mon salon. Mais un jour, ça viendra. Ouais, ouais. Il Mm. faudrait quand même que ça fait partie des choses à avoir. Ouais, c'est clair. Et encore, tu vois, je te dis préféré, mais à l'époque, il y avait tellement peu de disques, en fait, je m'en foutais de Oui, préférer l'un ou l'autre. J'écoutais les deux en boucle, bien sûr. non-stop. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On pourra même se refaire peut-être une deuxième partie une prochaine fois sur ces histoires de première fois. Est-ce que tu as eu un coup de cœur musical cette semaine, apparemment? Est-ce que j'ai eu un coup de cœur musical? Je vais te dire oui. Coup de cœur musical électronique. Alors, je vais te le redire parce que évidemment je l'avais noté, mais je n'ai pas pris ma petite note. Donc, le producteur Fauteuil, je ne sais pas si tu connais, Pas du tout. Phoday, qui avait sorti un album qui s'appelle Windsteps et qui a sorti donc vendredi dernier une expansion de cet album, Windstepped, qui, voilà, pas Windswept, pas Windstepped, Windswept. Et dedans, il y a un morceau qui s'appelle Jetstream, avec des grosses basses, voilà, c'est un espèce de banger absolu pour vous mettre la patate entre mi-Defected, mi-Bonobo, mi-grosse patate à la Bob Sinclair. Enfin bref, moi ça m'a fait danser toute la semaine. Et la production est excellente, une fois de plus, de cet artiste Fauteuil, que je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a une vraie belle discographie. Et donc, c'est Jetstream pour moi. Ah bah écoute, je vais aller découvrir ça. Moi, alors, il y a un peu de musique Ça va pas te électronique plaire aussi. du tout, hein. Ah, ça va pas me plaire. Bon, bah, je vais écouter quand même. Mieux vaut. Faut pas me voir idiot, comme on dit. Moi, c'est un morceau que je t'ai envoyé. C'est un morceau de Omar, ce chanteur britannique avec une voix de soul complètement folle, qui a sorti un nouveau EP. Et en fait, sur ce EP, il y a 3-4 morceaux, je crois. Et moi, j'ai flashé sur le remix qui est signé Z Bias. Donc, c'est un remix qui est un peu, je sais pas, broken beat, à mi-chemin entre le broken beat et la drum and bass sans doute. Et voilà, le morceau s'appelle Can We Go Out. C'est le remix de Zen Bias de Omar. Si vous connaissez pas Omar, voilà, c'est vraiment si vous aimez tout ce qui est soul. Comment tu catégoriserais, comment tu le décrirais toi, Pierre Armand? Toi, on est alors c'est la New Soul, comme les Anglais savent le faire, c'est-à-dire mieux que personne. Omar, ce qu'on peut appeler un OG, un ancien, hein, ultra, ultra respecté, c'est-à-dire qui a chanté avec les plus grands. Euh, Moi, j'ai eu le plaisir de mixer en première partie une fois de lui, un type adorable, d'une gentillesse et d'une simplicité absolue, très humble. Et puis dès qu'il monte sur scène, c'est plus le même bonhomme. Mais comment le décrire? Ouais, c'est cette espèce de soul un petit peu électronique. Si vous aimez
voilà, Galliano, si vous aimez, même pour vous dire quelque chose d'un peu plus large, alors ça va moins vite, mais c'est, c'était cette époque où la grande période d'Omar, c'était fin des années 90, début des années 2000. Voilà, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. C'est juste merveilleux. Il faut aller l'écouter. Je pense que, très, très honnêtement, il y a beaucoup d'artistes qui sont pas là sans Omar. On s'en rend pas compte, mais son travail de voix, euh, c'est pas un chanteur de soul à proprement parler, dans le sens avec une énergie. Les gens, quand on pense soul aujourd'hui, on pense Lee Fields, Charles Bradley, tu vois, tous ces gens-là. C'est pas du tout le cas. C'est pas un crooner non plus. C'est un type qui a une voix un petit peu à part et qui fait cette soul, new soul dans le tempo à l'anglaise. Voilà. Bon, c'est imbattable. S'il y avait un pendant, on va dire, masculin à Shadé, c'est pour être Omar. C'est une belle comparaison, en tout cas sur le son, effectivement, parce que c'est aussi très très bien produit. Euh, Magnifique. Bah, je vous mets de toute façon, on vous met comme toujours les liens. Vous nous direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs si ça vous a plu ou pas nos coups de cœur musicaux de la semaine. Est-ce que, en dehors de la musique, tu as eu un autre coup de cœur en particulier? Ouais, coup de cœur. Alors, on parle beaucoup en ce moment de l'actualité, de politique, hein, bien sûr. Et puis, on a ce fameux débat depuis toujours que nous ressortent nos followers sur le fait que le sport, c'est pas de la politique. Ben moi, je vous conseille un livre qui s'appelle que La politique est un sport de combat. Donc, si vous avez une réponse, livre de Gaspard Ganzer, qui était conseiller à la communication dans l'entourage le plus proche, le cercle le plus proche du quinquennat de François Hollande. Et c'est un journal de bord. Au jour le jour, hein, voilà, vous avez chaque jour, voilà, c'est vraiment son journal de bord où il raconte bah, sa vie à lui de conseiller, ce qui pouvait se passer dans les couloirs de l'Élysée, dans les coursives du pouvoir également. Et puis, ça raconte au jour le jour certains événements tragiques, les attentats, que ce soit de Charlie Hebdo, du Bataclan, le 14 juillet à Nice. Donc, il y a toute la manière de gérer la crise, le fait que il raconte clairement la chose. On l'appelle, il faut venir, qu'est-ce qui se passe, comment on organise une marche comme celle du 11 janvier qui avait eu lieu il y a 10 ans. Donc, quelque chose d'assez superbe. Et c'est un peu voilà, les vestiaires du pouvoir, on va dire, donc les inside. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. C'est bien écrit en plus. Et ça se lit comme un roman au jour le jour. C'est comme si vous lisiez vous regardiez une série comme 24 heures chrono. C'est passionnant. On apprend plein de choses sur la manière de faire de la politique, sur la vie de ces gens-là qui ont une vie de l'ombre, hein, comme on voit. Il ne montre pas son visage, il se montre de dos parce que c'est comme ça qu'on le voyait plus. Et avec ses doutes, ses journées à n'en plus finir, c'est sa vie qui n'en est pas vraiment une, même si elle est passionnante, hein, mais où on est tout le temps en train de travailler au cœur du pouvoir. Donc ça s'appelle La politique est un sport de combat de Gaspard Ganzer, que vous trouvez donc en livre de poche. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Écoute, je vais aller regarder ça de près. Moi, de mon côté, c'est un artiste, un illustrateur qui s'appelle. Alors, son pseudo sur Instagram, c'est Dr Nose, alias Abel Nose, qui réalise des portraits, en fait, notamment d'artistes ou de sportifs. Et parmi ceux qu'il a réalisés, il en a fait un de K que j'ai adoré et donc que je Très lui beau. ai acheté et que je me suis encadré chez moi. Voilà, j'adore son travail. Si vous aimez la musique noire américaine, il y a forcément des portraits d'artistes qui vous parleront dans ce qu'il fait. Et bah, ça m'a tellement plu qu'on l'a contacté et il a travaillé dans le dernier MOOC spécial Miami. Il a signé des illustrations magnifiques du portrait d'Eric Spoelstra. Donc voilà, donc je passe le bonjour à Abel. Je vous mets le lien vers son compte Instagram. C'est @drdnose N-O-Z-E. Et vraiment, il fait des illustrations avec un style que je trouve fantastique. Donc voilà pour mon coup de cœur. Et n'hésitez pas à contacter les artistes que vous voyez, les artistes visuels comme ça, parce que souvent ils vendent des lithographies ou des tirages. Je pense à Kevin Coulio qui vend des tirages de ses plus belles photos de Playground, souvent. Allez voir, parfois il fait des opérations de promo et, euh, c'est toujours bien d'avoir une belle photo d'un Playground, c'est une chose, d'avoir une belle photo d'un artiste ou une lithographie d'un artiste comme ça. En plus, tu l'as bien encadré, Théo, le cadre est vraiment beau. Merci. Ça vaut vraiment le coup, ouais. C'est très très chouette.
pour un mec qui bricole pas comme moi, je peux dire que ça m'a pris tellement de temps de concentration pour couper mon petit passe-partout à la bonne taille et tout. Fallait pas venir me faire chier pendant que j'étais en train de faire ce travail-là. J'ai tellement mauvais de mes mains. Bref, ton compliment me va droit au cœur. C'est la... Ah oui, oui, vraiment. Mais non, mais parce que j'admire, parce que moi, rien déjà le fait avec le couteau de soulever les trucs derrière pour enlever le cadre, mettre dedans, et quand tu retournes, tu as toujours un peu peur que tu l'aies mis à l'envers ou que deux, qu'il y ait une poussière qui se soit glissée parce que sinon il faut tout refaire. C'est la nausée assurée. Allez, on va enchaîner. Quelle est ta relique de la semaine? On a parlé des 30 ans d'un événement qui a eu lieu le 18 mars dernier, c'est-à-dire le fameux fax envoyé par David Falk au reste de la NBA disant I'm back. Et donc Sport Specialties, qui était à l'époque en 95 un des équipementiers de la NBA, qui faisait surtout les casquettes des titres NBA, avait choisi de sortir Back for More en disant que il revenait pour en gagner un quatrième, avec derrière, tu vois, c'est brodé aussi, je vous le montre, le Jordan 45 avec le logo, voilà, Sport Specialties, tout simplement Back for More. Voilà, c'était une belle pièce et la cassette est tout en velours, donc tu vois, elle a plutôt tenu, elle a bien vieilli. Carrément. Carrément. Voilà, celle-là, elle est 95. Et c'était sympa parce que c'était des modèles qu'on pouvait trouver quand on allait dans certains magasins un petit peu spécialisés, qu'on trouvait en France, quoi. On n'était pas obligé d'aller forcément aux États-Unis. Très belle pièce. Écoute, moi pour le coup, pour une fois, c'est moi qui vais sortir un t-shirt cette semaine. Alors, c'est ce t-shirt-là qui était en lien avec, je sais pas si on le voit, un t-shirt Public Enemy avec marqué Welcome to the Terror Dome. Je pense que, comme je te le disais, là, avec au dos, je vous montre le dos quand même, il y a la liste des chansons de l'album Fear of a Black Planet. Ah ouais, Au dos, incroyable. et donc, Magnifique. ouais. Et donc ça, c'était acheté au concert. Donc je pense que c'est pas la première année, l'année où personne voulait venir avec moi et j'y suis allé juste avec ma mère. Donc je pense que j'y suis allé pour la tournée de It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Et ça, c'était pour la tournée de l'album Fear of a Black Planet. Et donc là, cette fois-ci, la chaîne La 5 avait arrêté un peu faire du terrorisme en faisant croire que tout allait mal se passer. Donc j'avais des potes qui étaient venus avec moi. Je crois que j'avais emmené 2-3 potes. Ma mère y était retournée, la pauvre. Et donc j'avais chopé ce t-shirt que j'ai retrouvé chez elle par hasard et qui a plutôt bien vieilli, hein, parce que ça c'est 90 je pense. Et je vois que quand on était petit comme toi et moi, tu n'aimais pas avoir l'étiquette qui gratte dans le dos, donc tu avais coupé l'étiquette. Non, j'avais gardé l'étiquette, mais elle est minuscule. Ah tu vois, elle est là. Et en fait, c'est assez fou parce qu'il y a marqué, je me demandais quelle taille c'était, il y a marqué que c'était XL. Et en fait, c'est la largeur d'un XL, ou peut-être, mais par contre, la longueur d'un t-shirt taille M, je sais pas si c'est le temps qui a fait son œuvre ou si c'est le sizing qui avait absolument aucun sens à l'époque. Mais c'est très particulier comme style. Mais c'est tellement bien quand on allait au concert de s'acheter le t-shirt de la tournée avec donc la photo devant et derrière il y avait les dates et les villes et toi tu disais ah je suis allé ce jour-là, c'était trop bien. Mais aujourd'hui franchement le merch dans les concerts, c'est alors quand c'est des artistes indépendants on a envie, on achète soit le 10 soit un petit truc parce que c'est bien, mais chez les gros, mais mangez-vous quoi les gars, les prix des t-shirts et généralement tu vois par exemple je me rappelle, ma fille, j'avais réussi à lui choper un billet pour aller voir Beyoncé il y a 2 ans, là. Et je lui avais dit, je lui avais donné des sous en plus et je lui avais dit, tiens, prends-toi un souvenir, un t-shirt, un truc comme ça. Et en fait, elle était revenue avec je crois que j'avais donné 30 ou 32 euros avec genre, mais pas, avec 30 balles, il n'y a rien. Les 70 un t-shirt. Non, 70 euros un t-shirt quand tu as déjà payé, je sais pas combien la place. C'est des gens qui n'ont pas besoin de tout ça. C'est des gamins qui veulent aller à ces concerts. C'est pas possible, c'est pas possible. Et alors revendu 5 minutes après 200 sur Vinted. Donc c'est pas cool parce que bon, déjà tu vois le concert de loin, un peu sur un écran, donc tu as envie d'avoir un chouette souvenir, te dire bah tiens à un moment donné j'y étais. Franchement c'est le merch des gros. C'est des gros artistes, franchement c'est abusé, c'est pas cool. Même et c'est moins cher sur leur site internet souvent que sur place en concert. Ça va, on vient de lâcher déjà 100 balles pour venir te voir. Le t-shirt, il devrait être comme dans les salles NBA, posé sur la chaise, tu vois déjà. Tu sais, quand tu arrives, il devrait être offert le t-shirt quand tu arrives pour te dire merci.
Je suis on ne peut plus d'accord avec toi et malheureusement, je trouve que parfois c'est aussi le cas pour des plus petits artistes ou a fortiori en fait. Déjà, je suis content d'aller les voir, je suis content qu'ils fassent de la musique, je suis content de payer ma place et je demanderai qu'une chose, c'est pouvoir bah voilà, continuer à participer au fait qu'ils continuent à faire des choses qui me plaisent. Et parfois même là, je trouve que les prix sont un peu abusés en fait. Parce que tu te retrouves à devoir payer presque le prix d'un t-shirt avec les frais de port. Tu dis mais je suis dans la salle quoi. C'est Je ça. comprends les impératifs économiques, je le comprends complètement, mais moi, il y a plusieurs fois récemment où tu vois, le dernier concert en date où ça m'a fait ça, c'était au concert de José James, dont j'avais parlé. Voilà, il y avait un de ses derniers albums que j'avais pas. J'ai voulu acheter et en fait, le prix était dingue parce qu'en fait, c'était le même prix que si je l'achetais en ligne quasiment. C'est ça. Et je comprenais pas. Là, pour le coup, je comprends pas la logique en fait. Parce que je me dis, mais j'ai déjà payé ma place pour venir te voir. J'ai envie de participer au truc et puis voilà, d'avoir ce disque qui me plaît bien en plus. Et honnêtement, je me suis dit, bah, bon, bah non, tant pis, quoi. C'est bon. C'est ça, et puis il y a l'excès inverse, c'est-à-dire de dire après, je peux comprendre le côté, il y aura du merch spécialement pour mes fans, tu vois. Par exemple, Benjamin Epps qui avait sorti un disque qui avait été un de mes coups de cœur l'année dernière, et qui avait dit, il y aura 500 copies que pour les gens qui viennent au concert. Ouais, mais on peut pas venir au concert, moi je peux pas, si tu passes pas vers chez moi ou si c'est sold out, donc j'ai pas le disque, donc je peux pas avoir le disque. Enfin, à un moment, on marche sur la tête, quoi. Et le disque est sorti qu'en 500 exemplaires, qui sont partis en 5 secondes, évidemment, et qui se négocient maintenant sur des prix faramineux. Mais voilà. Donc, je comprends, je suis comme toi, je comprends ce côté. C'est grâce à ça que tu gagnes de l'argent, parce que c'est vendu en direct, donc c'est tout de suite pour toi. Mais en attendant, bah, propose-le au plus grand nombre, et surtout, pour les plus gros, arrêtez de vendre un bout de tissu à 50, 60 balles, c'est un t-shirt, quoi. Faut arrêter de déconner. Ça devrait être, encore une fois, ça devrait être gratuit pour les gens qui rentrent dans la salle. Sur ces gros concerts dans des stades, on devrait distribuer un t-shirt, tu vois. Moi, enfin, je comprends pas. Je piche pas. Enfin, Non, tu mais vas pas je donner parle. 60 000 t-shirts, bien sûr, mais tu vois, les plus jeunes, en tout cas, les enfants ou les ados, putain, fait plaisir. Non, non, mais je suis complètement d'accord. Et bon, c'est pas un coup de gueule hein, quand je parlais pour les artistes indépendants, parce que même nous, on est Non, une maison d'édition indépendante. Et bien effectivement, sûr, je comprends complètement la logique. C'est juste que parfois, j'ai l'impression que certains prix sont. Fa- Finalement, ça, comment dire, c'est contre-productif. Et c'est ça. j'ai le sentiment que parfois, voilà, tu baisses, tu rognerais peut-être de 5 euros, mais t'en vendrais peut-être 10 ou 15 de plus dans ta C'est soirée, ça. ce qui, petit à petit, voilà, ça fait, au bout du Mhm. compte, ça fait une grosse différence. Voilà, bah écoute, Pierre Armand, j'étais ravi de passer ce moment avec toi et puis avec vous, auditeurs. J'espère que ta semaine prochaine sera un peu plus clémente en termes de rythme. Voilà, que tu vas pouvoir te Ça poser va, un petit peu. ça va aller un peu mieux. Bon, bah super. Écoute, super nouvelle. Continue de bouquiner, de me poser des nouveaux. Maintenant, c'est même plus les livres qui prennent de la place sur ma table de chevet, c'est la liste des livres que Pierre Armand me recommande semaine après semaine. Je sais jamais si j'en verrai le bout. N'hésitez pas en tout cas à nous dire, voilà, si même ça a pris du temps, si vous avez lu des bouquins qu'on a pu vous conseiller, vu des films ou écouté des chansons qui ont pu vous plaire. Nous, on sera ravis de savoir si ça vous plaît, si ça vous a parlé ou pas. Hein. C'est aussi intéressant parfois quand c'est pas le cas. Et puis on espère que vous allez passer une super semaine et on vous dit déjà à la semaine prochaine. Ciao! Salut.